Ils recrutaient comme ça des médiateurs sur le pouce un peu, qui des fois le lendemain se retrouvaient agents infiltrés, donc c'est complètement ridicule. Mais en tout cas, bref. On nous a aussi indiqué que souvent les informateurs, que parfois les informateurs étaient particulièrement incompétents. Par exemple, le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste à Québec, peut-être que vous le connaissez, c'est assez bien connu. C'est un lieu, en fait, de groupe communautaire financé par Centraide, entre autres. C'est un lieu qui existe depuis plusieurs dizaines d'années, d'ailleurs. Le Compop, généralement appelé le Compop, dont avait été dépeint par un informateur de la police qui s'y était infiltré comme une organisation façade au financement louche d'organisations anarchistes. Je pense qu'il appelait ça le Tom Pop, quelque chose comme ça. Parce que c'était sorti en cours. Le Corn Pop, c'est ça, le Corn Pop. Il n'avait pas compris que c'était Tom Pop pour que donc, bref. Donc ça, c'est la qualité des informateurs qu'on a, de dire que c'est mes impôts qui payent pour ça. Finalement, on nous a beaucoup parlé, en fait, je reviens avec la question des tribunaux, on nous a plusieurs personnes sont venues nous témoigner, en fait, une sorte de dysfonction, ça dépend évidemment comment on le voit, on peut considérer que c'est une bonne chose, mais une dysfonction, en tout cas une sorte de dissonance entre ce que la police fait, on l'a mentionné tout à l'heure au sujet de P6, et quand on se retrouve devant des juges. Et on nous a dit, en fait, devant les juges, ce n'est ni la vérité, ni le droit qui est recherché, c'est une sorte d'entente, en fait, on essaie de gérer les affaires, on fait des deals, on laisse tomber telle accusation, on propose plutôt ceci, plutôt cela, et on a l'impression que finalement le système qui est dit de justice, donc les tribunaux, c'est quelque chose de plus ou moins bancal par rapport à l'image qu'on s'en fait des fois de l'extérieur ou quand on regarde des films d'Hollywood. Et donc la police met beaucoup d'efforts pour nous réprimer et elle a réussi réellement à nous réprimer, mais que quand on arrive devant les juges, donc comme ça a été dit par un témoin, donc c'est ni le droit ni la vérité qui est recherché dans cet espace, mais des sortes de compromis. Enfin, je termine sur les effets. Là, évidemment, dans le rapport, on va évidemment essayer de les distinguer de façon plus claire, mais très certainement, il y a un certain nombre d'effets importants que j'ai déjà notés. Plusieurs personnes sont venues nous témoigner de blessures sévères, de blessures graves. On nous a à plusieurs reprises indiqué que la police au Québec a vraiment une réticence à laisser les ambulancières intervenir rapidement dans des situations de manifestation, par exemple, alors que ce qu'on nous explique, c'est que généralement, ça serait très facile, en fait, ou relativement facile pour une ambulance de se rendre sur les lieux. C'est souvent demandé à plusieurs reprises, même si quelqu'un est vraiment en situation de blessure assez grave. On nous a même donné l'exemple, en fait, d'une personne qui a dû être accompagnée à l'hôpital par des amis, en fait. Et puis, après ça, on nous a aussi raconté des histoires où la personne gravement blessée, sous sédatif, reçoit la visite des policiers dans son lit d'hôpital où on lui demande en fait de signer des déclarations, ce qui est totalement évidemment abject. On nous a partagé la peur. Donc il y a des individus évidemment qui sont ciblés et qui ont peur, ce qui est tout à fait normal, c'est quelque chose d'ailleurs qui est déjà bien connu. En anglais, on appelle ça le chilling effect, c'est-à-dire l'effet d'effroi. On peut ressentir quand même une sorte de paralysie devant une situation où il y a trop de policiers. On n'est plus capable d'être dans la manifestation, et puis des fois même, on n'est plus capable de sortir de chez soi pour aller à une manifestation parce qu'on a peur. Des gens nous ont même dit qu'il y avait des sentiments de peur qui remontaient à simplement venir à la commission elle-même, pour vous dire l'effet du traumatisme. Et si je peux le dire, moi-même, en fait, j'avais pas pensé, mais après la première journée d'audience, je suis revenu chez moi et puis il y avait comme plein de traumatismes qui remontaient, plein de souvenirs de répression dans la mesure où je suis vieux et que j'ai fait la guerre de Corée. Je me rappelais d'une affaire que mes camarades et moi avions vécu particulièrement pénible, que j'avais un peu enfoui dans ma mémoire, et puis ça faisait ressurgir plein de choses, même si c'était pas moi qui témoignais comme tel. On nous a dit, et ça évidemment c'est à la limite une bonne chose, c'est pas surprenant non plus que les gens qui sont venus témoigner devant nous, évidemment, vous allez être surpris, ont développé une certaine méfiance à l'égard de la police, mais aussi en fait des politiciens
les gens ne comprennent pas pourquoi au Québec ça continue comme ça, que les politiciens reviennent toujours dans les médias en disant le travail de la police est vraiment professionnel, fait un travail exceptionnel, c'est vraiment des gens qui font ça dans des conditions difficiles, ils sont très fatigués. Donc les politiciens appuient toujours la police, vous l'avez remarqué, j'imagine, 2012 c'était évidemment un exemple patent. Et donc on nous a aussi parlé d'une perte de crédibilité envers les médias, c'est-à-dire les gens subissent de la répression policière, ils avaient plus ou moins confiance avec la police, mais en tout cas là ils y ont plus confiance du tout. Ils s'attendent à quelque chose de la part des politiciens suite à ce qu'ils ont vécu concrètement. Ils entendent seulement des félicitations pour la police, et tout ça, évidemment, c'est médiatisé par les médias qui, généralement, étaient d'ailleurs sur les lieux mêmes de l'événement, ont bien vu qu'il se passait des choses, mais finalement, c'est jamais le point de vue des militants qui est retenu. Malgré cela, on a aussi des témoignages de résilience, et je dirais même, en fait, de radicalisation politique, c'est-à-dire des individus qui sont venus nous parler, dont je pense, par exemple, à un individu à Sherbrooke qui est venu nous raconter sa première manifestation qui avait eu lieu à Québec. Il était très jeune, il a failli perdre un œil, en fait, c'est un de ceux justement qui s'est retrouvé à l'hôpital, et il nous dit, depuis cette année-là, je n'ai jamais manqué une manifestation du collectif opposé à la brutalité policière. Donc, résilience, radicalisation. Donc, je termine avec ça, évidemment, vous comprendrez que tous ces témoignages, d'une certaine manière, sont dans la mesure où, comme je dis, j'ai quand même une certaine expérience, donc je ne dirais pas que c'était surprenant, mais c'était évidemment important d'avoir cette espèce de tir groupé de témoignages qui donne évidemment un portrait général, un contexte, surtout en contexte évidemment où on est dans une société de plus en plus inégalitaire, de plus en plus injuste, de plus en plus corrompue, où les crises économiques et écologiques et sociales s'aggravent. On peut évidemment, c'est un des groupes d'ailleurs, le PCR justement, qui disait, je pense, je redis de mémoire, c'est peut-être pas exactement comme ça que ça a été dit, mais d'une certaine manière, le contexte politique, le contexte économique, le contexte social, le contexte écologiste, d'une certaine manière, appelle à la répression policière. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans nos sociétés, évidemment, qui ont des intérêts conflictuels. Il y a des gens qui se mobilisent pour avoir plus de justice, pour avoir plus d'égalité, pour combattre ces élites corrompues qui nous gouvernent et qui contrôlent les ressources et qui contrôlent nos vies. Et un outil qu'ils ont, évidemment, qu'elles ont, ces élites, c'est la police. Et donc, c'est pas surprenant que dans des situations de conflit social et de crise sociale et de lutte politique, la police soit là. Voilà.